Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 2 décembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, très clairement, des marchés toujours pénalisés par la situation sanitaire et les craintes concernant l'inflation. Hier, Wall Street avait quand même entamé un beau rebond et on a quand même clôturé en nette baisse alors que les investisseurs étaient toujours préoccupés, comme vous le savez, par l'apparition du variant Omicron, dont un premier cas a été confirmé aux États-Unis, et en parallèle la hausse de l'inflation et aussi la politique à venir de la Réserve fédérale américaine. Donc, un premier cas de contamination par le variant Omicron a été confirmé hier aux États-Unis dans l'État de Californie et il s'agirait en fait d'une personne rentrée la semaine dernière d'un voyage en Afrique du Sud où ce variant a été détecté. On a eu aussi la même chose ce matin où un premier cas a été détecté en France dans la métropole. Donc Wall Street avait déjà terminé quand même sur une belle baisse hier, alors qu'après que le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré devant la commission sénatoire que la Banque centrale américaine allait envisager, lors de sa réunion prévue mi-décembre, dans 2 semaines, une accélération du resserrement de ses programmes d'achat d'actifs. Et il a ouvert la porte aussi à des hausses de taux à venir. Donc, Jérôme Powell estime désormais qu'il faut renoncer aux termes transitoires pour décrire l'inflation. En Europe, c'est un peu indigné. On a eu plusieurs personnes qui ont été indignées des propos de Jérôme Powell, estimant toujours que l'inflation était transitoire en Europe. Powell, lui, a un peu retourné sa veste et estime que la Fed, maintenant, devait être en fait disposée à réagir tout simplement à ce qui paraît logique si l'inflation ne reculait pas au second semestre 2022 comme anticipé. Donc là, on est toujours dans les anticipations. En zone euro, le pic d'inflation est censé intervenir à la fin du 4e trimestre. Mais si l'inflation ne recule pas, eh bien, je pense que Christine Lagarde devra agir pour lutter contre une poussée inflationniste. Enfin, côté macro, on a eu quand même l'enquête mensuelle de l'ISM publiée hier qui montre que la croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis a accéléré en novembre dans un contexte toujours de forte demande. Mais ce matin, en Europe, eh bien, on reste quand même pénalisé par la dégringolade qu'on a eue en fin de séance hier outre-Atlantique. Et de ce fait, eh bien, les bourses évoluent dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, en raison toujours des craintes liées à la pandémie de Covid-19 et à la politique monétaire de la Fed. Donc, les marchés actuellement évoluent au gré des informations sur la pandémie et l'annonce aussi d'un premier cas de contamination par ce variant aux États-Unis ravive l'aversion pour le risque. Effectivement, comme je vous le disais, les autorités françaises ont annoncé ce matin un premier cas de contamination par le variant Omicron en métropole. L'Allemagne, elle, de son côté, a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la nouvelle vague épidémique, dont une possible fermeture des bars et restaurants. Et forcément, l'impact de telles mesures sur la première économie d'Europe inquiète les investisseurs. Et Berlin pourrait également rendre la vaccination obligatoire, comme l'a déjà fait l'Autriche. Donc là, des éléments qui viennent un peu plomber la bonne ambiance qu'on avait eue il y a encore quelques semaines. Et entre resserrement de politique monétaire, pic d'inflation et révision de la croissance. Encore une fois, voilà pourquoi les marchés aussi s'inquiètent. Je pense qu'on va avoir si on engage de fortes mesures et de restrictions sanitaires, avec, comme ce serait le cas en Allemagne, des fermetures de bars et de restaurants, forcément cela va impacter la croissance du 4e trimestre en zone euro, en Allemagne, mais aussi en France si le gouvernement adopte de telles mesures et par conséquent impacter la croissance
annuelle qui, pour l'instant, était quand même plutôt excellente, notamment en France. La perspective aussi d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed eh bien, s'ajoute à la volatilité. Jérôme Powell, qui a réaffirmé hier qu'une réduction plus rapide du programme d'achat d'obligations était envisagée, une éventualité considérée par les investisseurs comme le prélude à une hausse de taux à venir. Donc là, pareil, on fera le point dans la partie macro pour vous montrer un peu actuellement les prévisions des marchés concernant les hausses de taux à venir de la part de la Fed. Côté macro, ici nous avons le bilan de la BCE. Et sous couvert de vouloir soutenir l'activité, eh bien, les banques centrales ont gonflé leur bilan sur des niveaux historiques. C'est surtout pour faire plaisir aux marchés financiers, pour éviter que le château de cartes s'écroule. Donc, pour y parvenir, eh bien, comme vous le savez, elles ont actionné la planche à billets à outrance, qui commence finalement à produire, comme on le voit, eh bien, de plus en plus d'effets pervers. En l'occurrence, une forte augmentation de l'inflation, tant aux États-Unis que dans la zone euro. Il y a de ça quelques semaines, je lisais un article comme quoi la BCE s'inquiétait aussi de la flambée des prix de l'immobilier. Mais en soi, ce sont eux les pompiers pyromanes, si vous voulez mon avis. Et donc, l'inflation flambe durablement et bien au-delà des objectifs de la Fed et de la BCE, montrant finalement que ces dernières sont complètement dépassées. Et le sentiment, en fait, qu'elles sont même piégées par ces tensions inflationnistes. Effectivement, Jérôme Powell, on a quand même eu un aveu de faiblesse de la part de Jérôme Powell qui nous a martelé, en tout cas, mais comme plusieurs membres de la Fed, comme plusieurs économistes et comme plusieurs banquiers centraux, que l'inflation est très transitoire. Au final, il a dit arrêtez cette mascarade très clairement en disant l'inflation risque de durer et on n'a peut-être même pas atteint le pic. Le pic pourra arriver bien plus tard. Donc forcément, dépasser par les événements et même piégés au final, pris à leur propre piège. Et on constate que la BCE, elle, continue d'appliquer une politique de l'autruche, je trouve. Le bilan de la BCE continue d'augmenter malgré une inflation galopante. Cette semaine, on a encore atteint un nouveau plus haut historique. Le total des actifs a encore augmenté, il me semble, de plus de 14,7 milliards d'euros la semaine dernière pour atteindre un nouveau record à 8 457 milliards d'euros. Actuellement, le bilan de la BCE représente désormais 81,2% du PIB de la zone euro, ce qui est énorme. Et on a surtout, en l'espace de quelques mois, sur presque même pas 2 ans, vous voyez que le bilan a quasiment doublé. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et derrière, je pense qu'on est en train de payer les conséquences d'une politique monétaire ultra accommodante et les effets néfastes qu'il pourrait avoir derrière, dont une poussée de l'inflation, une forte poussée même de l'inflation. Voilà pourquoi il est important que les banques centrales maintenant ajustent le tir pour éviter le pire. Ici, justement, ce sont les hausses de taux à venir. Donc, selon les Fed Funds, qui anticipent actuellement une première hausse de taux de 25 points de base en juillet 2022. Donc, voilà à peu près les prévisions concernant les hausses de taux à venir de la part de la Fed. Donc, une première hausse de taux à venir en 2022, une deuxième hausse de taux selon eux en novembre 2022 et pourquoi pas avoir une troisième hausse en mars 2023. Maintenant, reste à savoir si la Fed va être dans les capacités, encore une fois, de relever les taux sans que les marchés ne perdent pied.
de peur de recréer le même scénario qu'en 2018. Rappelez-vous, les marchés avaient aussi décroché. Et là, actuellement, quand on voit ce qui se passe un peu sur les marchés, juste un resserrement du tapering, un resserrement de la politique monétaire, eh bien, fragilise les marchés. Donc, autant vous dire que si la Fed se montre un peu trop agressive dans sa politique monétaire, le château de cartes pourrait vite s'écrouler. En tout cas, je n'exclus pas une baisse encore de 10-15% si les marchés jugent la démarche un peu trop agressive de la part de la Fed. En tout cas, pour l'instant, les banquiers centraux sont un peu, comme je vous le disais, pris au piège. Et je m'attends surtout à une année 2022 compliquée, que ce soit pour le marché action, mais aussi pour les banquiers centraux. À mon avis, ça va être pas aussi évident d'aller chercher de la performance, notamment si l'inflation persiste et que le pic de l'inflation n'est pas atteint comme le prévoit la Fed à partir de mi-2022. Et pareil en Europe. Donc en Europe, c'est censé être à la fin de l'année. À mon avis, on ne va pas se mentir, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. L'inflation va durer un peu plus longtemps que prévu en Europe. Maintenant, espérons que ce soit une inflation transitoire, mais qui ne dure pas trop longtemps. Auquel cas, comme je vous le disais depuis maintenant plusieurs semaines, ça va être compliqué pour les marchés actions d'aller chercher de la performance et d'avoir de la rentabilité sur ce marché-là. Côté graphique maintenant, direction notre indice CAC 40, mais pour le coup, rien de nouveau, c'est baissier. Je vous disais quand même qu'on allait partir dans un range, c'est le cas. Si on regarde l'indice, alors reprenons un peu depuis le début, mais j'évoquais avec vous ce fameux support et la divergence qui était validée avec un creux de marché à court terme, donc un rebond à jouer, mais je vous alertais en vous disant le marché va tomber dans un range et peut-être qu'on va aller chercher plus bas, mais il y a un gros range à prévoir. Et là, hier, la divergence, je vous disais, ne soyez pas trop gourmands, prenez vos points, prenez rapidement vos gains car on va partir dans un range. Et je voyais bien la borne haute vers les 6900 points justement. Et donc c'est chose faite. Ici, on est parti dans un range très clairement. Actuellement, le CAC décroche à nouveau. Donc fin de la divergence pour moi. Et au contraire, j'espère que certains ont réussi un peu à anticiper cette borne haute et ont réussi à se positionner à la vente. Car là, voilà mon scénario, c'est toujours de vendre tous les rebonds. On est dans un flux baissier, on a eu un gap de rupture, on est dans une dynamique baissière, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 6900, la stratégie est simple, c'est vendre tous les rebonds. Donc là, pour ma part, j'estime que le CAC 40 va évoluer dans ce gros range en données 4 heures. Si certains ont réussi à vendre sur la borne haute, et bien une première prise de bénéfice peut s'opérer ici. Il faudra aller chercher son TP2 juste en dessous. Enfin, TP3, ce serait accélération direction des 6570. Pour aller chercher la moyenne mobile 200. Voilà, là on a un très gros niveau. Soit on part sur une correction A, B, C, et on finit la vague C à 6570, sinon range à venir. Pour l'instant, je privilégie toujours le range. Et je pense qu'il faut continuer à frapper les indices, à leur taper dessus et à vendre tous les rebonds. On est vraiment dans un flux baissier, on a eu un gap de rupture, ça ne sert à rien d'acheter pour espérer une reprise haussière. Actuellement, on a pas mal de catalyseurs baissiers, donc il faut privilégier les ventes sur l'ensemble des indices. Là, si on se met en données cas horaire, la MM50 horaire fait le job, c'est parfait. Le sentiment, à mon avis, qu'on a eu la borne haute du range et qu'il va falloir travailler ces niveaux. À chaque fois qu'on se rapproche de ce niveau-là, reprendre des ventes, alléger ici, revendre et espérer une cassure pour aller chercher plus bas. En tout cas, actuellement,
C'est le scénario que j'ai pour les prochains jours sur les indices. Comme pour le DAX, c'est exactement la même chose. Mais je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Si vous voulez mon avis, à mon avis, je m'attends à une correction encore un peu plus profonde, borne basse, et je n'exclus vraiment pas une dernière jambe de baisse à 6570. Le DAX, c'est un copier-coller du CAC. Ici, nous avons donc l'orange. Pareil, je vous disais de surveiller la MM50 horaire, réaction immédiate des prix sur ce niveau. Je vous disais hier qu'il fallait revendre, à mon avis, les 15 500. C'est une très belle zone de prix. Ça correspond à un retracement à 38,2 en plus de Fibonacci. Si on la ligne, voilà. Vous voyez, on est venu chercher les ratios de 38,2 sur zone. Donc, c'était une belle zone à revendre. Et encore une fois, celles et ceux qui avaient joué la divergence ici haussière, eh bien, il fallait prendre ses bénéfices. En tout cas, il ne fallait pas être trop gourmand. Je vous le disais, il faut vendre encore tous les rebonds. Et ici, on s'installe de nouveau dans un range. Voilà le range à trader sur le DAX. Donc, dès qu'on va se rapprocher le plus haut, le plus près possible de la borne haute, il faudra de nouveau vendre et encore revendre tous les rebonds sur le DAX pour aller chercher la borne basse. En tout cas, pareil, je vise 15 100 toujours sur le DAX, 15 100, 15 000. Et je n'exclus pas une cassure pour aller chercher ensuite 14 008. Et là, ce serait la cible finale sur le DAX. Et pour l'instant, c'est baissier, on est dans une séance baissière, on est dans un flux baissier qui s'est installé depuis la fin de semaine. Aucune raison de chercher des achats, tenter des achats sur rebond technique, pourquoi pas, mais privilégier quand même le sens du flux. Le flux est vraiment baissier, et donc là, il faut taper sur tous les rebonds, et généralement, ça donne quand même pas mal de points. Donc là, une prise de bénéfice pour celles et ceux qui ont vendu sur les 15 500, eh bien, a pu s'effectuer sur le milieu de range. Et maintenant, je pense qu'il faut laisser couler le trade et aller chercher 15 100. 15 100, voir la réaction. Si le marché repart, bon, eh bien, on revendra à nouveau et en cas de cassure, on ira chercher les 14 800 points. Le Dow Jones, pareil, toujours dans les ventes. La même chose, c'est la dégringolade sur l'indice Dow Jones. Les zones ont quand même plutôt bien réagi, notamment sur les futurs. Maintenant, la zone qui va m'intéresser pour tenter un achat sur le Dow Jones, un achat réactif, c'est celle-ci. C'est MM50 couplé à cette zone. Là, on a une magnifique zone de support. Donc, pour ma part, je ne cherche aucun achat sur le Dow Jones. Compliqué les achats, c'est possible pour jouer des petits rebonds. Mais globalement, je pense qu'il faut continuer à vendre jusqu'à aller taper ce niveau. Et ici, commencer à chercher des achats. Je ne dis pas que ce sera le point bas et qu'on va repartir, mais c'est une zone où ça va réagir très fortement. On a une très belle zone de prix, un beau niveau de support horizontal, 33 840, 33 700. Notez-le sur l'indice cash couplé à la MM50. Donc, c'est ici, maintenant, que le Dow Jones va m'intéresser la semaine prochaine, ou peut-être en fin de semaine, pour tenter un achat. Très réactif. Hein. Je ne parle vraiment pas d'une reprise derrière. On peut très bien rebondir et casser cette zone les plus bas, mais je m'attends vraiment à une forte réaction du marché sur ce niveau, dans un premier temps. Après, on verra si c'est un rebond technique auquel cas il faudra revendre, ou au contraire, un rebond technique qui pourrait se transformer en début de reprise haussière. Donc voilà la zone d'achat à surveiller. Pour moi, c'est uniquement celle-là qui va m'intéresser sur le Dow Jones. Et je pars du principe qu'il faut quand même continuer à vendre tous les rebonds sur le Dow Jones comme sur le DAX. Alors, je vous disais aussi la moyenne mobile 200 périodes à aller chercher. Bon, bah, c'est chose faite. Hier, on a quand même, c'est vrai qu'on a fait une belle hausse hier. On est quasiment revenu taper la deuxième zone. Derrière, ça a complètement basculé en fin de séance. Un niveau que j'attendais pour avoir une réaction du marché, c'était effectivement la MM50 ou le bas du canal. Et là, au contraire, c'est assez violent. À mon avis, on va de nouveau ouvrir, on va pullbacker, si vous voulez mon avis, la MM50 à l'ouverture à 15h30. On va revenir chercher la MM50, la MM200 période à 15h30.
Mais globalement, on reste dans un flux baissier, à voir si le rebond prend ou pas. Mais pareil, pourquoi pas tenter de nouveau de revendre pour aller chercher la zone. Voilà, ici, on a vraiment une zone qui est magnifique, juste ici. Et je pense qu'il faut continuer de taper sur le Dow Jones à la vente, sur les grosses zones, pour aller chercher la prochaine zone juste ici. Et là, pourquoi pas tenter des achats enfin sur le Dow Jones. Maintenant, si on regarde les futurs, effectivement, on est venu pullbacker l'AMM 200 sur les futurs. Je n'exclus pas aussi de nouveau un pullback sur l'AMM 200 sur le cash, mais comme en Europe, on est dans une dynamique bien baissière et par conséquent, il y a encore un peu de place, si vous voulez mon avis. On peut encore shorter pour aller chercher un peu plus bas. Il y a un beau morceau ici qui est juste en dessous. Pour le coup, on n'est pas venu la chercher aussi, c'est un peu plus bas, mais on a un très très beau niveau à mettre à profit. Donc là, ce serait vraiment l'objectif parfait selon moi de retaper sur le Dow Jones, à voir à 15h30, regardons un peu la tête de la bougie. Bon, sentiment quand même qu'on a eu une sortie de triangle en donné 15 minutes, que la zone, c'est fragile. C'est fragile, on est en train de sortir d'un triangle par le bas. Bon, si on casse les précédents plus bas, je pense qu'on devrait de nouveau accélérer. Donc, à suivre, mais je pense qu'il faut vraiment, comme en Europe, privilégier les ventes et les rebonds techniques. Enfin, tenter les rebonds techniques, pourquoi pas, mais plus réservé aux expérimentés, car c'est à contre-tendance. Hein. La tendance est baissière, donc privilégier le sens du flux. Et là, est baissier, et donc vendre tous les rebonds pour aller chercher les grosses zones, comme on a évoqué, comme sur le CAC, comme sur le DAX. Et le Dow Jones, pour moi, la grosse zone, elle est vers les 33 700, 33 800. Et j'attendrai uniquement ce niveau pour tenter des achats, pour viser un rebond plus conséquent derrière. Le Forex, calme plat sur le Forex, ça bouge pas, donc on va plutôt faire du suivi de position actuellement en cours, des plans où ça se passe plutôt bien, d'autres où ça se passe moyen, notamment l'AUD-NZD. L'euro-dollar, suivi classique, je pense qu'il faut attendre un retour sur les 1,1370 sur cette paire. Là, rien à faire, rien à signaler, on est toujours dans le range. Le marché hésite, mais je pense qu'il faudra de nouveau revendre les 1,1370 sur signal. Le premier signal a bien fonctionné en mardi. Maintenant, voilà, là on se situe un peu mieux de nulle part. Il faudrait que le marché remonte un peu et vienne chercher ce beau niveau une nouvelle fois. Car en données daily, je trouve que c'est un peu tôt pour vendre. On n'est pas suffisamment proche de la borne haute. Pour le moment, ça tient. Donc, laissons le marché revenir ici. Surveillons les chandeliers, les indicateurs qui pourraient indiquer un nouveau retournement à venir. Mais je pense qu'il va falloir, pareil, retaper sur l'euro sur ce niveau-là. Pour aller chercher, encore une fois, se battre, aller chercher les 1,1270 et en TP2, les 1,1180. Donc là, c'est la donnée une fois. Ça repart sur la borne haute. Donc, attendons ce niveau. Pour ma part, là, je reste à l'écart. J'estime que c'est trop tôt. On est un peu en mode yo-yo et on est sur un niveau de prix qui ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est. Voilà, il faut affiner le plan, il faut se montrer patient. À mon avis, on pourrait bien une nouvelle fois venir taper la borne haute. Et dans ce cas-là, surveiller, comme ici, une divergence ou un chandelier pour revendre, aller chercher ce niveau, puis ce niveau. En données 4 heures, où est-ce qu'on se situe? Ok, rien à signaler. Bon, et à voir si la Kijun, pareil, commence à descendre dans les jours à venir, ce serait pas mal aussi, ça viendrait renforcer ce gros niveau technique. Mais toujours dans le range, et je pense qu'il faut quand même continuer à travailler ce range. L'AUD-NZD maintenant, l'AUD-NZD, c'est pas glorieux, effectivement, c'est limite, mais ce n'est pas invalidé. Le stop loss, pour rappel, était placé juste ici. Hop, je vous avais mis la zone 4 heures.
Donc, je n'ai pas touché cette zone, mais ici, on avait quand même une très belle zone de prix en données 4 heures. On a eu des réactions sur mèche et donc le stop loss était placé, logiquement, doit être placé sous la zone. Donc, le point négatif sur cette paire, c'est qu'on est en train de réintégrer le double creux. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Malgré le pullback, ça semblait bien partir. Au final, ça tombe. On est sur la zone. Je considère qu'il n'est pas invalidé. En tout cas, le stop loss, pour moi, doit être placé sous le nuage et sous la zone, ici, 4 heures. Donc, c'est limite, mais le stop loss n'est pas tapé. Le point positif, c'est effectivement qu'on pourrait avoir une consolidation dans un drapeau. Juste ici. Comme si j'enlève. Donc là, accélération, consolidation, on revient de taper la zone. Effectivement, si on sort par le haut, ce serait vraiment de bon augure pour la suite. Et ça me conforterait en tout cas dans ce plan de reprise haussière vers vers les prochains niveaux de résistance. Pour l'instant, c'est franchement timide, ça tient. Il y a quand même des beaux niveaux de support. Normalement, le stop loss, j'espère qu'il est quand même bien placé. Mais je me donne encore un peu de temps et j'attends de voir comment on va évoluer à l'intérieur un peu de ce canal, voire ce drapeau. Effectivement, si on en sort par le haut, je pense qu'on pourrait avoir une nouvelle jambe de baisse et dans ce cas-là, aller chercher cet objectif-là. Donc, je fais le suivi à surveiller, mais voilà les points, j'ai envie de dire, le point positif et le point négatif, effectivement, c'est qu'on réintègre ce double creux et peut-être qu'on a un range larvé à venir. Et effectivement, si on casse ce niveau, derrière, je pense qu'on aura une invalidation et on risque fortement de revenir sur le niveau de support. Concernant les autres paires de Forex, je trouve que c'est assez mou. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'actions. Le NZD, USD, bon, pareil, il se stabilise toujours sur la grosse zone hebdomadaire. Il a du mal à reprendre de la hauteur, mais ça tient toujours sur cette fameuse zone. Il y avait le GBP USD qui bouge un peu ce matin, on peut regarder. Mais je l'attends plus bas, si vous voulez, comme je vous disais hier. Ça me dérange de vous envoyer un plan à l'achat sous résistance ici, même s'il y a quand même une belle bougie. J'aimerais qu'on revienne un peu plus bas. Voilà, effectivement, on est en train de former une belle bougie, mais il y a un gros niveau ici. Alors, je pense que la meilleure stratégie, ce serait, pourquoi pas, comme vous le savez, je vous l'ai dit, pour revenir, je l'attends ici, le GBP-USD. Pour moi, la zone idéale d'achat, c'est cette zone-là. Donc là, pour le coup, je pense que j'enverrai un plan à l'achat sur ce niveau-là, qui est parfait. Retracement de 38,2 et zone horizontale de prix, zone de polarité. Mais maintenant, on est sur un niveau intermédiaire. Mais là, pareil, on voit qu'on a quand même une deuxième zone qui fait le job. Pareil, là, on est quand même sur un beau niveau. On a deux grosses zones. Pour moi, on a fait l'incursion sous cette zone, donc j'estime que le marché devrait aller chercher ce niveau. Mais cette zone est couplée à la borne basse de notre canal. Là, on l'a cassé, il y a quand même la borne basse du canal. Donc, le plan, tenter des achats ici, j'estime que c'est trop risqué, on est sous résistance. Le mieux, ce serait d'avoir une belle bougie flux qui clôture au-dessus de ce niveau. Personnellement, j'estime et je préfère que le GBP continue sa dégringolade pour venir taper cette zone. Mais si le marché ne me donne pas ce niveau et qu'il parvient ici à clôturer au-dessus des 1,3350, alors je pense qu'on peut tenter des achats avec un stop loss juste en dessous pour aller chercher les 1,3460. Voilà les deux scénarios. C'est soit on attend, on laisse finir la dégringolade, on vient chercher ce niveau, soit on surveille un peu l'évolution de cette bougie, l'évolution surtout du graphique des prix en données 4 heures, et si effectivement on casse MM50 et qu'on clôture au-dessus des 1,3350, alors on pourrait inverser la tendance et placer un stop loss juste en dessous pour aller chercher 1,3460 dans un premier temps. Voilà mon scénario en tout cas sur le GBP. Et j'aimerais bien qu'on sorte du nuage, qu'on perce le nuage, qu'on casse la MM 4 heures, MM 54 heures, et qu'on clôture au-dessus des 1,3350.
Car là, ici, il y a très clairement un gros morceau à franchir. Donc, prudence sur les achats, attendez au moins le franchissement de ce niveau-là. Le gold maintenant, qui bat de l'aile. Je reste à l'écart et je pense qu'on peut aller chercher plus bas sur le gold. Là, j'attends confirmation, comme je vous le disais, en clôture hebdomadaire. Hein. C'est surtout la clôture hebdo qui va m'intéresser. Mais ça se dégrade, on ne va pas se mentir. Ça se dégrade, on repasse sous la Tenkan. Enfin, il y a trop d'éléments techniques juste au-dessus de la tête. Et on est repassé complètement en dessous, sous la zone. Mais j'attends la clôture hebdomadaire. Rien n'est fait. Effectivement, si on reclôture au-dessus de la zone, peut-être que je reverrai ma copie, mais pour l'instant, j'ai le sentiment qu'on peut aller chercher plus bas sur le gold. Et qu'il serait préférable d'attendre voilà, un repli vers les 1750. Pareil en données daily, sous MM50, sous MM200, sous la zone. Données 4 heures, pareil, il faudrait qu'on arrive à repasser au-dessus de l'oblique et de la MM 4 heures, et même 54 heures. Et pour l'instant, on est sous la borne basse du range. Et il y a vraiment une pression vendeuse. Il y a vraiment une pression vendeuse. Le gold ne répond pas favorablement aux craintes suscitées par l'inflation et par le variant Omicron, ni aux craintes dues à un resserrement de politique monétaire. Hein, très clairement, là, il ne joue pas vraiment son rôle de valeur refuge actuellement. Vu de la baisse des indices, le gold n'a rien fait. Au contraire, il a lui aussi chuté. Voilà pourquoi, quitte à payer le gold, autant l'avoir sur une très belle zone de prix. Là, pour moi, c'est vraiment le Far West. C'est la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, je pense qu'il faut laisser passer la tempête, attendre un peu que la poussière retombe. Si vous voulez tenter des achats sur le gold, dans ce cas-là, on a des beaux niveaux de support un peu en dessous, un peu plus bas. Et effectivement, je serais intéressé par des achats vers ce niveau-là, 1750 voire 1725. En tout cas, c'est des niveaux que j'ai envie de mettre à profit à l'achat. Mais là, très clairement, payer juste ici, je trouve que c'est audacieux, si vous voulez, mon opinion, étant donné qu'on a trop de résistance sur toutes les unités de temps, que ce soit 4 heures daily, hebdo, on a vraiment une zone chaude. Donc, soit on a une belle bougie flux, on repasse au-dessus de cette zone, et dans ce cas-là, effectivement, on aura une force acheteuse qui se mettra en place. Sinon, eh bien, laissons les vendeurs aller chercher un peu plus bas et peut-être que les acheteurs parviendront enfin à reprendre la main sur les niveaux de support évoqués juste ici. Le Brent, on avait une belle hausse ce matin du Brent. Pareil, on attend des retours de la réunion de l'OPEP et de ses alliés. Donc prudence, mais ça reste bien baissier. Encore une fois, vendre tous les rebonds sur le pétrole, mais le pétrole va surtout évoluer au gré des news qui vont tomber dans l'après-midi en fonction des annonces faites par les pays producteurs de pétrole. Donc là, actuellement, j'estime qu'on a un range, qu'on est dans un range, très clairement, juste ici. Pour moi, on va même mettre plus bas parce que là, le niveau interne. Voilà le range actuellement du pétrole. Donc des achats sur la borne basse à protéger très rapidement, hein, parce que c'est pétrole extrêmement volatile. On est quand même dans un flux baissier, mais je pense qu'il va falloir continuer à vendre tous les rebonds sur le pétrole. On a un flux baissier qui s'est installé. Je l'attends plus haut. Voilà, moi, la zone idéale pour revendre le pétrole, c'est ici. C'est les 73,25. Donc là, des achats, cette zone-là m'intéresse pour les achats. Au milieu, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, c'est ici la belle zone de prix. Et là, pour revendre, on aura la Kijun qui devrait revenir se mettre à plat ici, la MM
54 heures, pareil, qui devrait pas tarder à arriver. On serait sur un retracement de 38,2 de FIBO. Donc là, c'est une très belle zone pour revendre à nouveau le pétrole. Maintenant, en données daily, effectivement, on a aussi une très belle zone à 67,50. On peut une nouvelle fois tenter les achats. Mais attention, à contre-tendance, donc à protéger très rapidement dès que ça part. Là, je ne saurais vous dire si le pétrole va aller à 64, 60, au contraire, à faire un creux de marché, on va repartir à 75. C'est impossible de le savoir. Tout dépend des annonces qui vont tomber entre aujourd'hui et d'ici la fin de la semaine. Mais je préfère travailler les zones, très clairement. Donc, une nouvelle zone à la vente ici et essayer de retravailler à l'achat cette zone-là. Ouais, vous voyez, ici, on a vraiment une très belle zone en données mensuelles. « 66,2, 68,8. On est sur zone. Toutes les mèches, cassure, pullback, toutes les mèches sous clôture, tac, tac, tac. Juste le chandelier mensuel qui est juste horrible, effectivement. Si cette zone casse, on ira beaucoup plus bas, par contre. Je vise au moins les 61. Donc là, on est sur un gros niveau. Voilà pourquoi on peut tenter des achats sur cette zone de prix. À voir, pareil, en clôture hebdomadaire, si la MM50 tient, ça aussi, ça va être important. Si on casse la MM50, on risque d'aller revisiter les niveaux de support. Mais, comme évoqué, la zone, elle est juste là. On travaille, il y a vraiment une grosse zone, peut-être un stop un peu large, mais effectivement, le pétrole a les capacités de rebondir sur ce niveau-là. Je parle juste d'un rebond pour l'instant. Donc, à suivre. Mais si vous cherchez des achats sur le pétrole, eh bien, espérez encore une dernière jambe de baisse un peu plus basse, vraiment pour vous approcher le plus près possible de cette zone. Le light, c'est pareil, puisqu'on a une zone. Oui. Par ici. Un peu plus haut, elle est assez large. Surtout, c'est le point haut ici, là, les clôtures qui ont été avortées, enfin, qui ont été sous la zone. Tac, tac, sous mèche ici. Voilà. Surtout, c'est un gros niveau. On a un très beau niveau. Et pareil, on est sur la zone. On peut aller chercher encore un peu plus bas. Voilà pourquoi je vous dis, soyez patient si vous cherchez des achats. La zone idéale, ce serait voilà, entre 64,30 et 62. C'est une zone large, effectivement, elle est très large, mais c'est une zone mensuelle. Donc, forcément, plus on passe sur des unités de temps supérieures, plus les zones sont larges. Mais généralement, plus elles donnent de fortes probabilités de succès en cas de rebond ou de correction à venir quand on est sur des zones de résistance. Et là, c'est une grosse zone de support. Donc, à court terme, à mon avis, un rebond devrait s'opérer par ici. Après, reste à savoir si c'est un rebond technique et dans ce cas-là, il faudra revendre ou au contraire, on va se stabiliser doucement et repartir lentement. Mais c'est la zone sur le WTI comme sur le Brent, voilà les zones mensuelles qui m'intéressent pour tenter quelque chose à court terme. Le BTC. Bon, on cède un peu du terrain, rien de dramatique toujours sur l'actif. J'ai essayé de le regarder différemment là ce matin. J'ai vu un élément important. J'utilise peu cette vue, mais parfois
c'est pertinent, notamment sur du long terme et surtout quand on a eu une explosion des cours. C'est l'échelle logarithmique, la vue logarithmique. Donc en vue logarithmique, ça permet de prendre du recul sur la tendance. Effectivement, on voit que le BTC est un actif haussier à long terme, malgré toutes les phases qu'on a de bear market. Maintenant, je vais vous regarder ce que ça donnait un peu en logarithmique, la vue. Et effectivement, en données journalières, voilà, on avait ce beau niveau, juste ici. On a quand même un très beau canal, je trouve, dans lequel on évolue maintenant depuis le mois d'août. Et je trouve que ce serait intéressant de mettre à profit ce niveau-là. Parallèlement, on a aussi eu, je vais le mettre un peu plus large, pardon. Hop, voilà. Comme ça, on peut bien le tracer. Parfait, un canal. Un canal baissier dans un canal haussier. Donc, la tendance primaire est haussière. Tendance secondaire, une vague corrective baissière qui s'inscrit à l'intérieur d'un canal baissier. Et là, je trouve qu'on arrive sur un très beau niveau en données logarithmiques, à un point clé. Donc, on est sur le support, mais si on fait comme ici, et qu'on arrive à prendre appui sur cette belle zone, eh bien, on pourrait repartir et déclencher enfin une nouvelle vague de hausse sur les cryptos. Voilà quelque chose qui m'intéresse et que je trouve très, très propre techniquement et graphiquement. Très beau canal haussier, canal baissier de correction, de respiration à l'intérieur d'une belle dynamique haussière. Et donc là, on arrive sur zone de support horizontale, oblique haussière. Elle a déjà fait le job une fois ici. Hop. Et donc là, on revient sur une zone de prix. Maintenant, comme je vous le disais, les traders plus agressifs tenteront peut-être des achats ici, sur cette zone-là. Soit vous êtes un trader, soit vous êtes un investisseur. Donc, un achat ici, avec un stop loss sous les plus bas. Les autres, les plus prudents, attendront la cassure par le haut du canal baissier et la réintégration de la zone de support, de la zone de résistance, pardon, juste ici. Et donc là, effectivement, si on casse par le haut ce canal baissier, qu'on réintègre les 58 350, je m'attends à une nouvelle jambe de hausse sur le BTC en direction des 61 000 et des 66 000 $. Voilà un plan à mettre en place sur le BTC. En tout cas, cette configuration me plaît énormément et je trouve qu'on se situe en tout cas sur un niveau clé de marché. Maintenant, deux stratégies, soit tenter des achats ici sans signal. Vous êtes un investisseur long terme ou DCA. Si vous êtes plutôt dans du trading, dans ce cas-là, il est préférable d'avoir des signaux de retournement, auquel cas ce sera sortie par le haut et réintégration de la résistance hebdomadaire. L'Ethereum maintenant. Alors l'Ethereum qui surperforme très clairement le BTC. Pour le coup, je ne vais pas me mettre en logarithmique. Je vais rester en linéaire. Mais reste à savoir si on va évoluer dans le range ou pas. Bon, on a très clairement une surperformance de l'Ethereum. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, comme je vous le disais, ce qui serait un peu pénible, ce serait qu'on ait un range comme ça de stabilisation à venir pendant une longue période. Effectivement, pour des cryptos, ce serait ennuyeux, très clairement. Ce serait un marché de range, de ping-pong,
on n'aurait plus un marché, enfin on aurait un marché dans une phase de stabilisation, on n'aurait plus un marché flux directionnel qu'on pourrait dans lequel il suffirait juste de prendre le train au bon moment et d'accompagner la tendance. Donc là, actuellement, c'est le cas. On est en train de rentrer dans un range. Bon, j'attends quand même confirmation. On est sur un léger repli, c'est plutôt bien. On n'a pas eu de chandelier de retournement, plutôt de l'hésitation. Rien n'est fait. C'était les deux scénarios que j'évoquais avec vous. Ce serait effectivement, si le marché décroche trop violemment, eh bien peut-être que le BTC va céder un peu du terrain, mais quand même, on a une surperformance des cryptos, hein. Certains disent oui, le BTC est corrélé au S&P 500, les cryptos sont corrélés au marché traditionnel. Ok, très bien. Oui, il y a une certaine corrélation, une légère corrélation, je trouve quand même. Mais si on regarde la grosse baisse de vendredi qu'on a eue sur l'ensemble des marchés traditionnels, l'Ethereum a fait sa reprise et a repris ce niveau-là. Donc voilà pourquoi je m'attends, et comme je vous le disais, à une surperformance des cryptos par rapport au marché traditionnel, et donc à une surperformance de l'Ethereum. Et voilà pourquoi j'avais pas envie d'évoquer ce scénario de range. Car le fait qu'on ait repris cette bougie-là montre qu'il y a des acheteurs, qu'il y a du flux, et que l'Ethereum a les capacités d'aller chercher plus haut. Alors que sur les marchés trading, sur le BTC, c'est plus compliqué. Il faudrait que le BTC parvienne lui aussi à reconquérir, vous voyez, sa bougie de vendredi, et ça renforcerait vraiment ce scénario. Et là, c'est pas le cas. C'est un peu plus fébrile. Et pareil, si finalement le BTC reprend cette bougie-là de vendredi où tous les marchés ont lâché, je pense que les crypto-monnaies vont surperformer. Enfin, ce sera encore une fois le secteur où il y aura de l'action d'ici la fin de l'année. On pourrait avoir une fin d'année en beauté sur les crypto-monnaies. Ça reste un de mes scénarios sur lequel je table actuellement. Et quand je regarde l'Ethereum et le BTC, bah, finalement, disons, l'Ethereum a annulé toute la baisse, alors que le CAC est encore le CAC, le S&P, le Dow Jones chute en tout cas toujours lourdement. Maintenant, scénario de range à venir ou pas. Voilà, telle est la question. Mais j'opterais quand même plus pour un scénario de cassure des anciens plus hauts et de redémarrage aussi. Tout simplement parce qu'on a cassé, on a réussi à reconquérir cette bougie-là. Et cette bougie-là donnait énormément d'informations sur le marché. Et donc, si on n'aurait pas réussi, qu'on serait resté larvé, dans un mode un peu de stabilisation, je me serais dit effectivement, le marché va stabiliser. Le fait qu'on ait eu une reprise assez forte au-dessus de cette bougie indique en tout cas qu'il y a un flux d'acheteurs, qu'il y a des acheteurs présents sur le marché, qu'il y a des opérateurs qui sont intéressés par ce marché au détriment du marché traditionnel, et donc qu'il pourrait permettre une reprise plus conséquente de la hausse pour aller chercher les 5235, voire les 6100 derrière. Voilà mon scénario, en tout cas, sur les crypto-monnaies. Maintenant, attendons de voir. Là, on est en train de corriger. On se situe au milieu de nulle part, et dans ce cas-là, bah, on cherchera à nouveau des achats si on part dans un range sous ce niveau. Sinon, pourquoi pas tenter un achat en cas de cassure des anciens plus hauts, un breakout pour derrière aller chercher les 5235 $. Eh bien écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment sur les indices. Tradez dans le sens de la tendance, comme toujours. N'oubliez pas vos stops. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.